Salut, c'est Flavia, bienvenue sur Fais Tourner. Salut, c'est Leïla, on est toutes les deux en service civique à Hesperis, c'est une association de prévention et de réduction des risques. Et donc là, on va vous laisser avec Mathilde, qui est infirmière au XAPA. On lui a posé quelques questions sur place, directement sur son lieu de travail, donc bonne écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour les filles. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors du coup Mathilde, je suis infirmière. Donc voilà, je suis infirmière et je travaille en XAPA. Du coup, c'est quoi toi ton parcours ? Ça fait 10 ans que je suis infirmière et j'ai d'abord commencé à travailler en psychiatrie, donc voilà, avec plutôt les pathologies du handicap mental. Et depuis pas mal d'années maintenant, je travaille en addictologie. Tout ce qui concerne les addictions. Et j'ai travaillé aussi bien en milieu festif que dans des centres de cure, que maintenant en XAPA. Pourquoi tu as souhaité travailler en XAPA ? Je trouve que ça fait bien le lien entre tout ce que j'ai pu faire avant. C'est-à-dire qu'en XAPA, on reçoit des gens qui sont chez eux, qui viennent pour des consultations, donc c'est pas des gens hospitalisés. Et en fait, on fait beaucoup de prévention aussi, donc ça rejoint mes expériences de milieu festif. Je trouve que c'est une bonne interface entre toutes les structures d'addicto, et voilà, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est quoi un XAPA ? Et du coup, un XAPA, donc ça veut dire Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc c'est un centre de soins, voilà, on n'hospitalise pas les gens, on n'a pas de gens qui dorment chez nous. C'est que de la consultation. Et en fait, on reçoit les gens, toute personne qui se pose des questions sur ses consommations. Mais toutes sortes de consommations, que ce soit des produits ou des comportements addictifs. Et on reçoit des gens qui sont dépendants, mais on reçoit aussi des gens qui viennent pour faire le point sur leur consommation. Quel impact a pu avoir le confinement sur votre travail ? Comme on reçoit les gens en consultation, ils viennent physiquement à nos rendez-vous. Donc là, avec le confinement, en fait, le XAPA a été fermé. Donc on ne recevait plus les gens physiquement, mais on s'est un peu adapté et en fait, on a fait des consultations par téléphone. Des fois, ça a rapproché parce que il y a des gens qui préfèrent des fois parler par téléphone. Et puis, des fois, c'était compliqué parce que pour pouvoir donner des informations, expliquer aux gens, on a aussi besoin de les voir. Et puis dans la communication, il n'y a pas que la communication verbale. Et donc nous, quand on reçoit les gens, il y a aussi tout le ressenti, les émotions, etc. Et ça, on avait un peu moins accès à ça. Donc ça pouvait compliquer les choses. Le but, c'était vraiment de garder le lien, en tout cas avec nos patients. Donc on les a appelés régulièrement pour pas qu'on se perde de vue, quoi. Et du coup, qui est-ce qui vient au XAPA ? Ça va de les adolescents, parce qu'on a une consultation jeunes consommateurs, donc c'est de 12 à 25 ans, ou jusqu'à 99 ans. Voilà. Et comment on peut faire appel à vous ? C'est assez simple en fait, il suffit de nous appeler ou de venir au secrétariat. Et vous prenez rendez-vous. Ça peut être anonyme. Les consultations, elles sont financées par l'ARS, donc elles sont non payantes pour les gens. C'est quoi le parcours d'un usager Il va arriver chez nous, donc il a pris son premier rendez-vous et on va lui proposer un petit temps d'évaluation. En fait, il va venir sur ce premier rendez-vous pour faire connaissance. Et l'évaluation, des fois, elle dure 2-3 rendez-vous. C'est le temps qu'on comprenne un peu la situation, qu'est-ce qui l'amène, etc. Une fois qu'on le connaît un peu mieux et qu'il nous a expliqué ce qui, pour lui, pose problème, on va adapter notre prise en charge. Donc c'est très, très varié en fonction de chaque personne qui vient. En tout cas, on a une équipe pluridisciplinaire. On a des médecins, des infirmiers, une assistante sociale, des psychologues, voilà. Et en fait, en fonction de ce que la personne elle va manifester comme besoin, on va adapter la prise en charge. Donc il y a des gens qu'on va voir très régulièrement parce que c'est un moment un peu de crise et il va falloir les suivre. Des fois, on va voir les gens un peu plus espacés parce que leur objectif, c'est juste de réduire un peu.
ou de cheminer un peu par rapport à leurs questions. Si un usager du XAPA souhaite à tout prix être hospitalisé, est-ce que c'est possible ? Oui, en fait, nous, il n'y a pas de lit d'hôpital sur le XAPA, hein, comme vous avez vu, c'est que des bureaux de consultation. Donc quand on veut faire hospitaliser quelqu'un, ou quand la personne veut être hospitalisée, ça s'inscrit dans un projet de soins. C'est-à-dire qu'en addicto, il n'y a pas forcément d'urgence d'hospitalisation. D'urgence vitale. C'est-à-dire que s'il y a une urgence vitale, en tout cas si ça arrive, la personne elle va aux urgences, classiques. Après, s'il y a un projet d'hospitalisation, c'est que ça rentre dans un projet de soins, comme je vous disais. Et donc, c'est quelque chose qui est travaillé. Et donc ça peut mettre un peu de temps. C'est-à-dire qu'on va aider la personne à trouver la bonne structure qui va être adaptée pour faire ses soins. Et donc ça met à peu près 3 semaines, 1 mois de délai. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas, parce que c'est déjà arrivé, elle n'arrive pas avec ses valises au XAPA en disant je veux être hospitalisée. Voilà, si c'est une urgence vitale, c'est des urgences. Ou s'il y a une souffrance psychique, parce que ça arrive aussi, que la personne elle est très très déprimée, qu'elle a des idées suicidaires, ça c'est une urgence psychiatrique, et donc c'est les urgences. Mais s'il y a un projet de soins pressant en addicto, il faut compter 15 jours, 3 semaines de délai pour une hospitalisation. Ok, et ça dure combien de temps un suivi en XAPA ? Ouais, c'est aussi une question qu'on nous pose souvent, mais c'est complètement aléatoire en fait. Il y a des personnes qui vont trouver des clés très vite, finalement qui vont pouvoir réduire ce qui fait problème chez eux en quelques séances. Et d'autres, c'est des situations très complexes où il y a l'addictologie, mais il n'y a pas que ça. Souvent, il y a des problèmes de famille, ou je sais pas moi, des problèmes avec la justice, des problèmes financiers. Il y a plein d'autres problèmes. Et du coup, là, ça peut mettre un peu plus longtemps comme parcours de soins, parce que il y a des rechutes, etc. C'est compliqué. Donc ça peut être aussi plusieurs années, ça dépend. C'est quoi la probabilité pour un usager qui rentre au XAPA de ressortir sevré ? Je vous remercie de la poser parce qu'on nous la pose tout le temps. Et en fait, j'ai pas de réponse à ça. C'est-à-dire que la probabilité, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont... Je compare toujours au diabète, mais il y a des gens, ils vont découvrir un diabète, et ils vont adapter leur alimentation, ils vont pouvoir changer les choses rapidement. Et puis d'autres, ça va être plus compliqué à équilibrer. Donc c'est une maladie chronique en fait. Les addictions, la dépendance, c'est des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dépendant, on l'est à vie. Et donc, on peut adapter sa vie pour que ça pose pas de problème dans son quotidien. Ça met du temps de changer les choses. Après la sortie du XAPA, il se passe quoi pour l'usager ? Donc sortie, ça veut dire qu'on ne le voit plus, hein, c'est ça. Ça dépend encore une fois. je réponds tout le temps, ça dépend, mais en fait, s'il y a besoin de continuer des ordonnances, par exemple, s'il y a un traitement qui a été mis en place, je pense aux addictions, aux opiacés, etc. Et du coup, on va réorienter vers son médecin traitant quand la situation est équilibrée, comme pour le diabète. Nous, on est là quand ça fait problème, et puis quand les choses elles sont stabilisées, on réoriente vers le médecin traitant. D'accord ? C'est une pathologie chronique, le médecin traitant, il va gérer. Et puis, sinon, il y a fin de soins, c'est-à-dire que les personnes, elles ont trouvé les clés, et elles ont réadapté ce qu'elles avaient besoin. Et puis elles reprennent leur vie, c'est ce qu'on leur souhaite en fait, hein. C'est ce qu'on vise, hein. C'est qu'elles retrouvent leur autonomie et qu'elles aient plus besoin de nous. Sinon ça peut être des services spécialisés aussi. Des fois on se rend compte que quand il y a des consommations, c'est un peu le haut de l'iceberg, c'est ce qui cache le fond du problème. Donc quand on bouge les consommations, on voit qu'il y a une souffrance psychique, ou ça peut être aussi réorienté vers des collègues psychiatres. Et du coup, l'addiction, c'est considéré comme une maladie ? Préciser, le classement des maladies psychiatriques, il y a un classement qui s'appelle le DSM, et on en est au numéro 5. Voilà. Et en fait, dans ce DSM, toutes les maladies psychiques et l'addiction et la dépendance rentrent dans un diagnostic de maladie. S'il y a une maladie, il y a des symptômes, et du coup il y a des traitements, des prises en charge, et c'est pour ça qu'il y a des services hospitaliers et des structures adaptées, parce que c'est une maladie. Pour les gens qui ont profité du confinement pour diminuer ou stopper leur consommation, qu'est-ce que ça donne avec le déconfinement ? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ?
Ouais, alors pendant le confinement, il y a plusieurs cas possibles en fait. Donc effectivement, il y a des personnes qui ont pu arrêter ou diminuer leur consommation parce que finalement isolées des personnes d'habitude qui consomment, plus de soirées, donc ça a permis de stopper un peu les consommations. Donc voilà, il y en a pour qui le confinement ça a été plutôt aidant en fait, ça a permis de casser un peu les habitudes, de changer les choses et que ça a été plutôt une bonne expérience. On n'a pas encore le recul en fait de déconfinement pour voir si ça se maintient, ces changements, ou si derrière c'est plus compliqué au déconfinement. Ce qu'on peut voir peut-être, c'est qu'après le déconfinement, on a pas mal de personnes aussi qui apparaissent là, qui ont pas mal rechuté en fait. Soit pendant la période de confinement, qui ont rechuté sur l'alcool, sur des médicaments, et que derrière là, on commence à les voir revenir en XAPA avec oui, c'est la catastrophe, j'ai tout rechuté, et du coup qui sont vraiment mal là. Est-ce que tu peux nous parler du coup des différents stades de consommation ? Dans la maladie, la dépendance, c'est le dernier stade en fait de l'addiction. C'est le dernier stade qui est maladie. Il y a différents stades dans l'addiction. En fait, le premier stade, ça va être les personnes qui ne consomment pas du tout, d'accord ? Donc là, il n'y a pas de problème d'addiction. Et en fait, il peut y avoir différents usages. C'est-à-dire qu'il y a des usages simples, où là, ça ne va pas poser problème pour la santé, rien. C'est ce que les gens disent normaux. Sauf que normal, tout le monde dit mais je consomme normalement. Donc il faut bien mettre des critères à un moment donné pour savoir ce qui est basique, normal. Et en fait, donc ça, l'usage simple, c'est ce qui correspond aux normes OMS. Je vous laisserai rajouter ce que c'est les normes OMS. Petit aparté sur les normes OMS sur l'alcool, il faut savoir que c'est un repère unique pour les hommes et pour les femmes. Il est recommandé de ne pas dépasser les 10 verres standards par semaine sans consommer plus de 2 verres standards par jour, et il est aussi recommandé d'avoir des jours dans la semaine sans consommation. Et donc après, en fait, si on dépasse ces recommandations de l'OMS, ça peut amener des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant, on n'est pas au dernier stade, mais on peut avoir des problèmes. C'est ça l'usage, entre l'usage simple et l'usage de dépendance, il y a l'usage à risque et l'usage nocif. On a des consommations, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arrêter, mais ça veut dire que quand on consomme, on peut avoir des problèmes avec la justice, par exemple on conduit en état d'alcoolisation et puis on a un accident. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant, mais ça veut dire que ce qu'on fait, en tout cas, quand on consomme un produit, on a des problèmes avec ce produit. Du coup, le XAPA, c'est pas que pour les dépendants. Et voilà, exactement. Parce que, en fait, à tout moment, c'est quand on consomme, ma santé, ça va pas trop, peut-être il y a des moments, les gens, ils viennent aussi parce que l'entourage pointe en disant « Mais là, à chaque fois, t'es bourré, t'es pas comme d'habitude, ton comportement, t'es beaucoup plus agressif quand t'as consommé, Et donc là, ça commence à faire des problèmes. Ça, c'est là où ils peuvent venir questionner en fait leur usage. Et donc nous, le XAPA, en fait, c'est exactement ça. En évaluation, en fait, on cherche à faire le point avec les gens où ils en sont. Et du coup, si tu avais un dernier petit mot ? Les gens ont peur des fois de venir en XAPA parce que ça fait peur de venir à l'hôpital. Je sais pas, vous avez passé les portes, etc. Mais après, c'est pas un service de soins où on force les gens en fait. C'est vraiment, un service où on peut venir faire le point. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et des fois, les gens, ils viennent... ils sont un peu sous contraints par la famille ou parce qu'on les force, parce que là, ça commence à faire problème, etc. Et du coup, ils sont bienvenus. C'est-à-dire que des fois, dans les soins, faut pas forcément attendre de demande, de se dire je suis motivée, ça y est, je vais arrêter. Des fois, juste, ça fait problème, ok, on peut venir au XAPA même si on n'a pas trop envie pour faire le point et on n'aura pas forcément de suivi derrière. Merci à Mathilde d'avoir accepté de témoigner pour nous et toujours à Jérôme pour le montage. Donc j'espère que ça vous a plu d'en apprendre un petit peu plus sur le XAPA et à bientôt sur Fait Tourner.